Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre nouveau rendez-vous de chaque jeudi dans votre émission Bonjour d'Algérie en direct de Béchar. Bien entendu, nous allons vous accompagner pendant 1h30 jusqu'à 9h30, Inch'Allah, avec plusieurs thématiques. Aujourd'hui, nous avons programmé 4 thématiques principales. Alors, nous allons commencer avec l'innovation universitaire, puis la formation professionnelle, passant par l'accompagnement psychologique en période d'examen. Et nous allons clôturer avec l'engagement associatif. Nous retrouverons notre premier invité juste après ce jingle. Nous entamerons notre émission avec un focus sur l'université de Béchar, bien entendu sur l'innovation au sein de l'université à travers l'incubateur de l'université Tahri Mohamed, qui joue un rôle clé dans l'accompagnement des idées des étudiants. Pour ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés Dr Razli Abdelkader. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation. Marhaba bik, vous êtes enseignant à l'université de Béchar, directeur du centre de l'intelligence artificielle, membre du comité de l'incubateur Allah Ibarak. Donc nous allons parler des différentes activités et de l'importance justement de cet organisme récemment créé. Alors quel est le rôle de l'incubateur et l'impact de l'intelligence artificielle? Oui, donc bien sûr, avant il y avait ce qu'on appelle la maison d'entrepreneuriat à l'université. Elle a été créée dans l'université de Béchar depuis 2014. Il y avait beaucoup d'événements, des idées, des formations. Et avec l'apparition surtout avec l'arrivée de M. Kamal Badari, donc ce ministre, donc, qui a beaucoup plus donné l'importance à cette nouvelle action, l'approche de l'université. C'était toujours, on dit, l'université, elle fait l'enseignement et la recherche scientifique. Maintenant, sur le nouveau volet, c'est l'innovation. Et l'implication dans le cadre économique surtout. Exactement. Parce que toujours on fait des mémoires, les étudiants ils soutenus. Donc, ça restait dans les tiroirs, il faut le dire, ça restait dans les bibliothèques, classées. Ces recherches dans les tiroirs. Donc, il faut faire sortir de l'université pour faire, bien sûr, développer des solutions, toucher des problématiques réelles. Donc, c'est ça le rôle de l'incubateur. Donc, avec l'arrivée de ce ministre, donc, bien sûr beaucoup d'interfaces ont été développées. Donc, la première ou la principale interface, c'est bien sûr l'incubateur. Donc, l'incubateur, c'est comme son nom l'indique, c'est celui qui incube des projets innovants, et c'est la principale interface créée dans l'université. Il y a aussi le CDE, le Centre de développement entrepreneurial, il y a aussi le BLE, le Bureau de liaison université, il y a aussi le CATI qui s'occupe des brevets des étudiants, il y a aussi la maison, ou bien maintenant c'est le Centre d'intelligence artificielle qui s'occupe de la partie numérisation et bien sûr l'intelligence artificielle, parce que la majorité des étudiants aujourd'hui arrivent avec des idées qui touchent l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a aussi le Fab Lab. Fab Lab, c'est pour faire développer les prototypes quand il s'agit de l'électronique, de la mécanique. Donc il y a aussi cette interface. Alors justement, quelle est la mission principale aujourd'hui de l'incubateur et son rôle dans l'implication de l'intelligence artificielle dans les différents projets? Oui, donc bien sûr l'incubateur, donc ce qu'on appelle, il y a toujours des étudiants qui sont des porteurs de projets. On appelle un étudiant porteur de projet. Donc l'idée, la nouvelle vision du ministère, c'est qu'on forme un étudiant qui porte un projet. Donc tout projet commence par une idée. Commence par une idée. Voilà. Et toujours, derrière une idée, il y a toujours un problème. Donc, les problèmes, c'est un champ pour gagner de l'argent, de la recherche scientifique et bien sûr pour créer une entreprise. Donc, quand un étudiant a un certain projet, donc il vient ou bien il va enregistrer son idée à travers les plateformes de l'incubateur. Donc, après ça, l'incubateur, il va réorganiser ce qu'on appelle des séances pour que les étudiants viennent pour proposer ou bien présenter leur projet accompagné de leurs encadrants. Bien sûr, il y a déjà des fois on ajuste quelques projets, on donne des conseils à l'étudiant parce que des fois il vient un étudiant avec un projet très large, avec un projet irréalisable, avec un projet qui n'a pas de retombées économiques. Donc c'est juste pour faire son réaliser son idée ou son rêve. Et donc un projet qui n'a pas de retombées économiques, donc c'est pas un projet qui est un projet innovant. Donc il y a toute une équipe
des formateurs, des enseignants très expérimentés dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de gestion de marketing, dans le domaine de business. Il y a même des formateurs de l'ANEM, donc des partenaires socio-économiques qui viennent avec nous sur table donc pour faire évaluer les différents projets des étudiants. Après ça, on va dispatcher les projets. Il y a des projets qui vont être suivis au niveau de l'incubateur. C'est généralement les projets start-up ou bien les projets brevets. Il y a d'autres projets qui sont des micro-entreprises, donc ils vont être occupés par le CDO ou bien le centre de développement entrepreneurial qui vont faire des formations de 15 jours pour bien sûr avoir savoir comment lancer l'entreprise. Oui, après ça, ils vont postuler pour avoir le DAM, à travers les différentes les organismes économiques qui vont être financés ou qui peuvent financer ce projet à travers l'ANEM ou bien à travers aussi l'ANSEJ. Exactement, c'est ça. Oui. Ou bien la CEF, le Sondor Louatani, donc c'est ça à peu près ça. Donc l'incubateur, on travaille ensemble avec la Maison de l'intelligence artificielle, avec le Bleu, avec aussi le CATI. Le CATI s'occupe des brevets. Donc après ça, on va faire des formations pour les étudiants. D'abord, des formations pour faire expliquer c'est quoi un entrepreneur. C'est quoi un entrepreneur? Donc vous êtes un étudiant, vous êtes un chercheur, mais maintenant c'est quoi un entrepreneur? Les risques de l'entrepreneuriat, comment évaluer un projet, le design thinking, ça veut dire pour pouvoir aussi les méthodes d'évaluation, l'étude des risques, les concurrents. Donc l'étudiant il va faire tout ça, il va apprendre tout ça dans les formations. Il y a aussi une autre formation qui s'occupe du BMC, le Business Model Canva. Donc ils aiment qu'on ait un plan économique. Qu'est-ce que tu dois faire dans la première année, la deuxième année? Quels sont vos principaux les activités, combien d'employés, quels sont les revenus mensuels et annuels dans les 3 ans, et aussi vous avez besoin de combien de moyens, que ce soit économiques ou bien matériel ou bien monétaire, de l'argent pour pouvoir lancer votre projet. Donc ça c'est le BMC. Et dans cette semaine, juste, on a organisé une autre formation pour les étudiants à travers le développement des applications ainsi que l'évaluation, ainsi que comment postuler pour avoir un label start-up et quelles sont les métriques et les métriques, ça veut dire utilisées par l'équipe qui va accepter et va donner le brevet, va donner le label startup ou le label projet innovant à l'étudiant. Et aussi nous avons ajouté cette année une petite formation à travers comment bouleverser ou bien faire utiliser l'intelligence artificielle pour développer vos prototypes. Justement, ça allait être ma question. Alors, la place qu'occupe justement l'intelligence artificielle dans vos programmes? Oui, donc comme j'ai déjà dit, donc cette année, on a ajouté une nouvelle formation concernant comment utiliser l'intelligence artificielle pour bouleverser ou bien avancer le développement des prototypes à moindre prix. Booster, je dirais. Booster, oui, c'est ça. En anglais, on dit booster. C'est la même chose. Je sais que vous êtes de formation anglo-saxon, ça je le sais. Yes, or enhance. Donc l'intelligence artificielle, c'est un moyen qui peut maintenant développer des applications à moindre coût, à moindre temps. Et aussi parce que le développement des prototypes des étudiants, des fois, ça prend du temps ainsi que de l'argent. Il y a des étudiants qui développent des prototypes de 100 000 dinars, 100 000 dinars. Donc, moi, aujourd'hui, j'étais surpris et j'ai parlé, durement avec les étudiants. Il y a des outils de l'IA. Pourquoi ne bénéficiez pas de ces outils pour développer une application? Et vous payez quelqu'un à 300 000 dinars pour développer un prototype qui va le faire dans 1 heure ou bien 2 heures. Donc, c'est ça le problème. Donc, j'étais un peu choqué et j'ai choqué même les étudiants pour avoir parce que les outils de l'IA, c'est pour tout le monde. D'où l'intérêt justement de faire des formations dans l'intelligence artificielle pour les étudiants. Donc bien sûr, après l'amendement de tous les programmes d'études des différentes spécialités, donc 2 modules ils ont été ajoutés à tous les cycles de formation dans toutes les spécialités. Donc maintenant tous les étudiants licence étudient la programmation Python, le Python, et ils ont ajouté une matière concernant l'intelligence artificielle pour toutes les spécialités.
Donc ça, c'est concernant le côté académique. Et concernant le côté de l'entrepreneuriat ou bien l'incubateur, donc toujours on programme des séances de formation pour les étudiants, bien sûr pour bénéficier des outils de l'IA, pour faire bouleverser leur innovation, pour améliorer leurs prototypes ou bien aussi pour développer leurs prototypes en utilisant les outils de l'intelligence artificielle, surtout maintenant. Ils vont économiser et du temps et des dépenses financières. Et des dépenses parce que le coût de développement des prototypes, ça coûte très très cher. On parle justement des prototypes, des applications mobiles ou bien des sites web, donc ça coûte très très cher. Donc des fois un petit prototype, plus de 100 000 dinars. Donc c'est un étudiant va donc à travers ces formations, donc on va faire accompagner les étudiants à travers ce qu'on appelle le prompt engineering, يعني هندسة الأوامر، يعني كيفاش l'étudiant il va utiliser le prompt engineering pour utiliser les outils de l'IA, on parle ici de ChatGPT ou bien Gemini ou bien le Cloud ou bien quel outil utiliser pour développer des bons prototypes, bien sûr à moindre coût et aussi ces outils permettant à un étudiant qui n'est pas spécialisé, qui n'est pas spécialisé d'utiliser ce truc-là. Et toujours, quand on parle de l'intelligence artificielle, il faut faire la séparation entre la technicité de l'IA, que c'est un cadre pour le développement des informaticiens, et l'autre côté qui est les outils. L'usage, voilà. Les outils de l'IA. Donc les outils de l'IA, normalement, ils doivent être utilisés pour tout le monde. Ainsi que l'étudiant pour envoyer ou bien pour déposer son label startup, donc il a besoin des vidéos. Même ces vidéos, ils peuvent être développées avec l'IA. On sait aussi le logo. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées. On utilise les outils de l'IA pour accompagner les étudiants pour compléter leurs demandes à travers les vidéos, les prototypes et autre chose. Même des prototypes qui sont sur le hardware. Même le hardware. Alors justement, quel type de projet accompagnez-vous concrètement? Et parmi les projets qui existent à l'Université de Béchar, bien sûr des projets rénovants, lesquels ont été développés par l'incubateur et en utilisant surtout l'intelligence artificielle? Oui, donc l'intelligence artificielle, donc c'est juste presque cette année qu'on a intégré un nouvel volet de formation concernant l'IA pour les étudiants. Donc on fait des formations, mais cette année ça a été une formation très 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 précise. Mais les étudiants ils utilisent l'IA. Donc, ils utilisent l'IA pour développer leurs prototypes ou bien pour améliorer. Même des élèves de primaire sont en train d'utiliser ChatGPT pour réaliser des projets. Donc, c'est le premier enseignant peut-être, c'est l'intelligence artificielle ou bien les chatbots. Donc, ça devenu donc une mode. Les choses ont changé depuis notre époque. Exactement, donc les choses ont changé. Évolué. Donc, il y a beaucoup de projets qui ont été développés dans l'université de Béchar, mais maintenant, on a dépassé parce qu'il y a beaucoup de périodes. Donc, la première période, c'était de faire sensibiliser les étudiants, les enseignants à travers des formations. Pour adhérer justement. Et pour adhérer. Mais maintenant, on cherche la qualité vraiment et on cherche les étudiants qui vont vraiment lancer leur entreprise. Donc c'est ce qu'on cherche. Donc on a presque une dizaine des étudiants qui ont presque lancé leur entreprise à travers le مقاول ذاتي ولا qu'ils ont déjà créer leur registre commerce, leur entreprise. Très bien. Oui, كاين اللي يخدموا بطاقة حرفية كاين beaucoup de étudiants qui ont vraiment عندهم دركا des gains عندهم أرباح من خلال فقط ça fait un plaisir. Oui. Alors comment identifiez-vous les porteurs de projets à fort potentiel? Comment vous arrivez à les reconnaître parmi une très très bonne question. Donc, comme je l'ai dit, donc avant on cherche la quantité, mais maintenant il faut aller vers la qualité vraiment. Et dans la qualité, il faut choisir des étudiants. Sauf c'est dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'équipe. C'est l'équipe et c'est le porteur de projet, la chose la clé dans la réussite du projet. Donc, des fois, on aura un projet très très simple. Mais derrière l'idée, il y a quelque chose de qui est vraiment كيما نقولوا شغل آمن بالمشروع نتاعه. Donc كي تكون عنده هذه l'idée avec une équipe, donc automatiquement il va aller plus loin. Mais des fois on trouve des étudiants surtout dans le domaine technique donc qui ont beaucoup de capacités. Mais يكون ناقص عندهم هذاك الجانب تاع البيزنس نتاع التسويق راح تصيب باللي دي فوا تصيب عندها بروتوتيب واجد تصيبه ما دفعش hésitant, pas très confiant, تصيبه ما دفعش juste il n'a pas inscrit pour avoir juste le label du projet innovant. Et il a un prototype
qui est déjà fini ou bien plus que fini. Je pense que c'est la chose clé, c'est bien le porteur des projets ainsi que son équipe. Ben oui, c'est sûr. Alors, vous étiez présent au colloque national le 18 et le 19 dernier Oui. à Biskra. Exactement, oui. Alors, quel était le thème? Quelle était votre participation? Donc, bien sûr, c'était un colloque exceptionnel. Donc, il y avait plus de 600 enregistrants, il y avait plus de 400 participants. Oui. Donc, ça me fait plaisir toujours de partir là-bas parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent. Donc, ça concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'énergie ainsi que l'industrie. Donc, alors le thème c'était l'innovation industrielle et la transmission énergétique. Et la transmission ou la transition énergétique. Oui, énergétique. Parce que l'intelligence artificielle, elle a fait entrer dans tous les domaines, oui. Même le domaine énergétique. Donc l'avenir, c'est l'utilisation des techniques de l'IA et aussi dans le domaine industriel. Ah ben oui, ça s'impose. Oui, donc c'est ça. Donc c'est ça. Il y avait aussi on a parlé de quelque chose de nouveau qui est l'open innovation, l'ibtikar al-maftuh. Aussi, on a parlé de que peut l'IA, ça veut dire donner, ou bien comment peut-on l'IA améliorer, ou bien aider à développer beaucoup plus l'industrie ainsi que la transition énergétique. Et aussi, il y avait deux présentants qui ont présenté comment utiliser les outils de l'IA pour développer les prototypes ainsi que dans le domaine de marketing ou bien digital, le digital marketing ou le تسويق الرقمي, c'est ça. Oui. Alors, quels sont les principaux défis que vous rencontrez aujourd'hui? Les principaux défis, donc quand on parle de l'IA ou bien de l'incubation dans tous les projets, il y a toujours un défi quelque part. Sauf le problème majeur, c'est que des fois, ça veut dire on dépense beaucoup d'énergie et de temps avec un étudiant qui va se tenir, qui va par exemple avoir son brevet ou bien il va avoir son label. L'étudiant il va couper. Donc quand il termine les études, c'est ça. Donc on aimerait bien qu'il y aura des étudiants. Il faut garantir une continuité. Parce qu'on fait beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement. On bat des fois par exemple former 90, donc vous avez 90 projets, c'est واحد ولا زوج اللي يحل المؤسسة, mais c'est normal, ça c'est surtout pas pour juste, un début, parce qu'il faut dire que voilà, c'est tout récent. Et toujours tout ça. on dit qu'il n'y a pas des exemples. Maintenant, quand on fait la sensibilisation, les journées de sensibilisation dans l'université, donc qu'est-ce qu'on ramène? Avant, on a les étudiants. Maintenant, on ramène des étudiants qui ont déjà leur société. Donc, l'étudiant qui chauffe un étudiant, il a lancé son entreprise, donc automatiquement, il va c'est un exemple pour lui, c'est un idole qui doit suivre, oui. Ou même un étudiant, il parle la même langue avec son ami. Voilà. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui aux jeunes intéressés par l'innovation justement et l'intelligence artificielle? Le message, premièrement, il faut faire confiance en vous-même, en soi-même. Donc, si vous avez un projet, donc لازم تكون عندك la confiance وتكون تآمن بالمشروع نتاعك باسكو لو بروجي يقدر يكون ان بروجي ما شاء الله مي كوم ما تكونش عندك لا كونفيونس وكيما نقولوا شغل مآمن بالمشروع نتاعك هذاك ما يقدرش يروح بعيد. La deuxième des choses c'est bien l'équipe. Si vous n'avez pas une équipe, le projet تاعك ما يقدرش يروح بعيد. Donc des fois tu trouves quelqu'un qui par exemple كيما نقولوا un informaticien il développe une plateforme mais vous avez besoin واحد اللي يدير لك التسويق, واحد اللي يدير لك par exemple كيما نقولوا امور اخرى. يعني ولا العكس صحيح, تسيب quelqu'un يعني de spécialité entrepreneuriat ولا business ولا économie ولا droit, même droit ils lancent leur projet. Donc il va avoir dans son équipe un informaticien qui va faire la maintenance et la mise à jour de la plateforme. Donc je pense que c'est la première des choses, تكون عندك une idée, لازم تكون فكرة يعني فريمون اللي يكون وراها الدراهم. L'idée ومن بعد l'entrepreneur même خصو يكون مآمن بالبروجي نتاعه. وtroisièmement je pense c'est l'équipe. Oui, obligatoirement, ça c'est sûr. Oui. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces informations. J'ai été très ravie de vous accueillir, Dr Ghazli Abdelkader. Au plaisir de vous retrouver une autre fois pour parler encore plus amplement de ce sujet très intéressant et d'actualité, chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de ce premier plateau. Nous retrouverons notre prochain invité après cette pause musicale. Restez avec nous.
الكلام المكان خواه والصحبي بينا نعملوه لحبابك والكلام اللي علينا نحكوه المكان خواه والصحبي بينا نعملوه لحبابك والكلام اللي علينا نحكوه حد شملك ما زال بقي ما زال بقي ما زال بقي ما زال بقي مكان خواه والصحبي بينا نعملوه لحبابك والكلام اللي علينا نحكوه مكان خواه والصحبي بينا نعملوه لحبابك والكلام اللي علينا نحكوه كنت مع الخوات تقي كنت مع الخوات تقي قلتي تقي قلتي تقي فيك يا بنات يوم خويتين كانوا فيك يا بنات يوم خويتين كانوا فيك يا بنات يوم خويتين كانوا فيك يا بنات يوم خويتين كان فيك يا بنات يوم خويتين كانوا فيك يا بنات يوم خويتين كانوا فيك فنان علينا خلينا في مكان حيين شكون فنان في ايدنا وانا مفترس سمعين اليوم في ايدنا وانا مفترس الحضرين شعوب باكين عليك حباب مغنيين عليك شعوب باكين عليك حباب مغنيين عليك عليكم رحمة الله عليكم رحمة الله كلام زمان يدوب تفكريك انا والخاوة كلام زمان يدوب خلينك بالتاريخ حلاوة كلام زمان يدوب تفكريك انا والخاوة كلام زمان يدوب خلينك بالتاريخ حلاوة عليكم رحمة الله عليكم رحمة الله وحزمة وخونا الطهر الكبير يا شيخ المشي وحزمة وخونا الطهر الكبير يا شيخ المشي صغيت من غامكم وانا يا صغير كمال والعنقال سنين وهدي والشعبي الحديد كمال والعنقال سنين وهدي والشعبي الحديد هذه هي الخاوة اساس الزين وزار دمو سعيد بابا المجباري وزهر دمو سعيد بابا المجباري وطويلي شيخ بدي واللي جمعهم كاملين وحزمة وخونا الطهر الكبير يا شيخ المشي وحزمة وخونا الطهر الكبير يا شيخ المشي صغيت لغامكم وانا يا صغير كمال والعنقال سنين وهبي والشعبي كمال والعنقال سنين وهبي والشعبي
Et voilà, c'était une très belle chanson du groupe de la région, groupe 7 de Béchar. Nous arrivons à notre deuxième plateau. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un enjeu très important pour l'avenir des jeunes, en l'occurrence la formation professionnelle entre intégration et révolution numérique. Pour parler de ce sujet, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés M. Chafi Abdallah, chef de service de formation à la direction de la formation professionnelle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je souhaite une bonne journée à nos téléspectateurs. Marhaba bik. Alors justement, nous allons aborder déjà pour un début, savoir ce que c'est que l'intégration dans le domaine de la formation professionnelle avant d'aborder la numérisation. D'accord. Là, si par exemple on parle de numérisation, d'intégration, qu'est-ce qu'on entend dire concrètement justement par l'intégration? C'est la transmission avec succès, je le dis bien avec succès, de jeunes formés au monde de l'emploi, soit par le biais de trouver un emploi ou bien par la création de leur propre entreprise. Très bien. Alors, pour cela, on a fait, par exemple, diverses journées de sensibilisation, des journées pour expliquer d'abord à nos jeunes formés qui sont bien dans nos établissements, ainsi aux jeunes demandeurs de formation. Alors, le mois de mars, on a fait la première phase de ce qu'on appelle les journées du métier. C'était Yem el-Mihan, qui a étalé entre 3 journées. Par l'occasion du mois de Ramadan, on a fait la première phase, c'est-à-dire même pour bien expliquer aux jeunes ainsi par exemple les gens au public, c'est-à-dire les différents métiers ainsi et différents aussi le mode de formation que la formation professionnelle peut leur donner. Offrir. Alors c'est des débouchés, en fin de compte, c'est les débouchés qui sont vraiment réalisables sur terrain. Oui. Plusieurs métiers, plusieurs domaines sont demandés dans le monde du travail. Comment orienter justement ces jeunes pour choisir tel ou tel métier plutôt que de choisir ce qu'il veut, alors qu'il pourra ne pas aboutir finalement dans le monde du travail. C'est ça l'intérêt de faire ces journées de sensibilisation. Métiers. Même, on a concrétisé, c'est-à-dire sur place, des stands dynamiques. Oui. Des stands dynamiques, c'est-à-dire que le jeune formé... Interaction directe. Interaction directe. Après, le mois d'avril, on a fait la deuxième phase qui va étaler jusqu'au 2 juillet. C'est les phases qui sont au niveau des établissements, ainsi au niveau... Vous les avez commencé cette semaine ou bien la semaine dernière? Non, c'est le 1er avril. D'accord. Avril, ça fait quand même 2 semaines. On a commencé au niveau des établissements, ainsi qui va s'étaler jusqu'au 2 juillet. C'est-à-dire sur site, sur les établissements de la formation professionnelle, ainsi que sur comment ça s'appelle, les places publiques. Donc, on voit... Donc là, on voit déjà quelques images sur ces journées des portes ouvertes. On va se déplacer au public pour bien leur... Donc, on a constaté ces 2 phases avec l'occasion du 16 avril, avec aussi une coordination avec l'éducation, secteur de l'éducation nationale. Donc, on a concrétisé c'est-à-dire entre le public ainsi que nos... Il y a eu un bon feedback finalement. Voilà, nos professeurs ainsi que les stagiaires qui étaient bien sur le site. Alors cette intégration, est-ce qu'elle englobe des journées de formation que vous proposez par exemple aux stagiaires, c'est-à-dire qu'ils vont faire un contact direct avec une entreprise pour les initier peut-être dans le terrain et peut-être probablement dans l'avenir, ils pourront faire partie de cette entreprise? Dans la formation professionnelle, ce qu'on appelle, à chaque fois, on organise des stages pratiques, ainsi avec le secteur de l'emploi. Avec le secteur de l'emploi, on organise ce qu'on appelle le salon de l'emploi. Par exemple, si on voit le mois d'octobre, on a fait un salon régional, 7 wilayas qui ont été sur site à Béchar. Donc, c'est à titre répétitif qu'on doit organiser ce salon. Pourquoi? Pour bien faire ce qu'on appelle un contact avec le diplômé de la formation professionnelle, ainsi
que l'entreprise, pour exprimer leurs besoins, ont ce métier ou bien ce jeune formé. Donc c'est une liaison entre les deux parties. Les jeunes formés ainsi que l'entreprise. Dans le salon, il n'y avait pas que la formation professionnelle, mais il y avait c'est d'intégrer et de participer les différentes entreprises. C'est sur les entreprises économiques, qui, bon, d'autres wilayas, ou bien sur la wilaya de Bichar. Oui. Alors, un deuxième volet, c'est la numérisation. Elle touche maintenant tous les volets, tous les domaines. Le secteur de la formation professionnelle en a bénéficié aussi. Quel apport, justement, apporte cette nouvelle technologie aux formés et aux formateurs? Oui, le secteur de la formation, c'est parmi les premiers secteurs qui ont abordé à la numérisation. Donc, ça, on peut retourner 20 ans auparavant. Déjà en arrière, oui. Auparavant, c'était la plateforme, ce qu'on a créé la plateforme ERP. Elle était bien conçue pour l'inscription online des jeunes formés, de ne pas se déplacer au centre de formation. Après un certain temps, on a développé cette plateforme qui est maintenant, ça s'appelle Tkwin. Il y a plusieurs plateformes qui ont été développées par la formation professionnelle. Si on parle, par exemple, de la première plateforme, c'était la plateforme Tkwin. Donc, un jeune demandeur de formation, c'est-à-dire pas se déplacer aux établissements, à la maison, avec leur portable, ils peuvent s'inscrire directement. Ils peuvent même voir les différentes spécialités qu'ils peuvent offrir, soit au niveau de la wilaya de Bichar ou bien d'autres wilayas. Donc c'est une plateforme nationale qu'on peut voir sur site à distance. Donc ça, c'est dans le renseignement et l'inscription, mais en mode de formation, est-ce qu'il y a des formations à distance? Alors, on va voir ce point. Deuxième, c'était bien la plateforme TCR. La plateforme TCR, c'était conçu pour l'intégration des données. Avec les données, elles sont bien, par exemple, avec le Mu'ammana, c'est des données sécurisées qui sont. Donc, la première phase de l'inscription jusqu'à la fin pour obtenir son diplôme. Alors il y a le suivi dans son, par exemple, la période de ce cursus de formation. On intègre tous les modèles, on intègre les notes qui ont été obtenues lors des examens, jusqu'à la finalisation ou bien l'obtention du diplôme. Des diplômes. La deuxième, ce qu'on appelle, il y a la formation à distance. Oui. La formation, donc, Bichar dispose d'un centre de formation régional de formation qui consiste avec 8 wilayas. Son BIS, donc c'est une formation à distance, online. Ce que, par exemple, ce mois d'avril, on a fait une formation à distance. Une formation à distance qui a été par ce qu'on appelle des experts en matière la PC, qui ont été faites bien aux formateurs à distance. Donc, le premier point. Ce que peut donner aux jeunes formés, les jeunes formés, par exemple, il y a ce qu'on appelle par leur professeur, il y a la formation online. Donc, c'est une occasion, donc le volume horaire, etc. Mais on parle par exemple aussi de la formation online que peut donner le formateur aux jeunes formés. Là, c'est d'une autre manière. Donc, pour la numérisation de cette formation, il y a plusieurs, c'est pour les jeunes formés là. Alors, qu'est-ce que apporteraient les nouvelles technologies numériques, je dirais, en qualité de formation, justement? Est-ce que toute formation peut bénéficier d'une formation à distance? Est-ce que c'est tous les domaines qui sont concernés? Est-ce qu'il faut mélanger entre les deux dans certains secteurs? Parce que apprendre la coiffure, on ne peut pas le faire à distance. Apprendre, je ne sais pas, la mécanique, par exemple, il y a pas mal de choses où il faudrait vraiment la pratique. Mais est-ce que cette utilisation de moyens numériques peut contribuer dans certaines formations? Donc là,
dans ce domaine-là, il y a ce qu'on appelle la théorie et la pratique. Donc la pratique, c'est demandé que le jeune formé soit sur le terrain. Oui. Sur le terrain. Donc on intervient à la formation online. C'est-à-dire À distance pour le théo. À distance. À distance, même il y a à distance, le deux jeunes formés doivent être présents. Mais il y a aussi, par exemple, c'est une demande, par exemple, sur la comptabilité. Il y a qui demandent une pratique, donc c'est demande de tag. Nous ne parlons pas les métiers qui demandent que c'est sur terrain, ou c'est par exemple, c'est la comptabilité, doit être par exemple sur terrain et aussi online, soit théorique ou pratique. Donc, alors, communication, marketing, tout ça, on peut l'étudier à distance, mais pas quand même menuiserie, je ne sais pas, peintre, on ne peut pas former un peintre à distance. Voilà. Il y a des secteurs qui nécessitent quand même. Voilà. Donc, entre parenthèses, on a lancé cette semaine une formation par le secteur du tourisme, oui. où on a formé 20 artisans sur le domaine du marketing. Très bien. Du marketing, parce que les artisans aussi, il y a des femmes ils ont des objets, mais comment faire par exemple le marketing commercialiser, ouais. Donc, avec le tourisme, on a fait une convention dont cette convention consiste à leur former, à leur donner des principes sur la formation online. C'est une formation qu'on peut introduire la numérisation surtout en période de marketing. يعني المرأة ربما عندها quelques objets تبغى تحوس بهم. Donc, nous كيفاش donc c'est la bête noire justement pour pas mal d'artisans qui voient leur article s'écouler uniquement dans des saisons estivales bien précises, dans des dates bien précises, mais sinon le reste de l'année, ils n'arrivent pas à trouver un marché adéquat. D'où l'intérêt de faire ce genre de formation. Donc c'est le point de vue de numérisation des secteurs. Par exemple, si on parle aussi de numérisation, Madame la ministre a lancé ce qu'on appelle le RNFC. Le RNFC, par rapport au référentiel national de la formation et des compétences. Donc là, on peut trouver différents métiers qui existent sur site, qui sont compétences avec aussi le monde de l'emploi. Donc on ne forme pas un jeune. Donc, le jeune a le droit on explique cette compétence de comment je ferai, est-ce que l'emploi, créer une entreprise, etc. Donc, le RNFC, il a une liaison avec l'emploi. Donc, si on parle aussi de numérisation toujours, le ministère, par exemple, a lancé ce qu'on appelle une plateforme qui s'appelle Tmhin. Donc l'apprentissage. Alors, si on a fait un contact, des contacts avec différentes entreprises publiques ou bien privées économiques sur la ville de Béchar, alors ces entreprises, le rôle تاعهم. Le rôle تاعهم, c'est qu'on a expliqué, on a fait d'abord des formations à ces entreprises. Le but de cette plateforme, l'explication, comment s'inscrire, etc. Donc, cette plateforme consiste à que l'entreprise, par exemple, le billet, la plateforme, leurs besoins en nombre d'apprentis et donc quelle spécialité elle a besoin ces apprentis. Donc, l'apprenti, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire la plateforme. Il va voir les entreprises. Donc, toute une liste les entreprises, aussi les spécialités avec leur niveau scolaire, comment y accéder. Donc, c'est une liaison entre l'entreprise et le jeune demandeur de formation. C'est ce qu'on appelle la plateforme Tmhin. Alors, quels sont les défis justement auxquels fait face le domaine
le secteur de la formation professionnelle dans le cadre de la numérisation? Donc, la formation professionnelle, comme tous les secteurs, on doit faire un défi. Là, ce défi, par exemple, pourquoi premièrement, c'est par la sensibilisation. La sensibilisation des différents partenaires. Différents partenaires. C'est quoi déjà les défis? Parce que je sais que vous vous êtes lancé dans la numérisation, mais parmi, par exemple, les stagiaires ou les demandeurs de formation, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui ne maîtrisent pas forcément les plateformes, l'informatique? Est-ce que c'est tout le monde qui a des téléphones, smartphones pour pouvoir y accéder? C'est-à-dire, pour lancer ce projet, quels sont les obstacles que vous rencontrez? Donc, le premier obstacle, c'est bien, il n'y a pas, ce qu'on appelle bien, c'est المشروع ou bien le projet de numérisation, c'est bien que le jeune demandeur de formation, il doit y accéder, il doit savoir quelles sont les différentes plateformes que peut la formation professionnelle lui offrir. Est-ce qu'il y a un guide, par exemple, dans ce sens? Donc, il y a des guides, il y a ce qu'on appelle, c'est pour ça que j'ai dit la sensibilisation. Donc, il y a des guides, il y a des agents en bureau d'accueil, sur les différents établissements. Il y a aussi sur les pages des différents les réseaux sociaux. Donc, il y a des vidéos. Voilà, donc vous avez cette opportunité d'aborder les jeunes sur les réseaux sociaux, qui n'était pas une solution auparavant, mais aujourd'hui, c'est quand même une solution. Une solution très efficace. Pour faire le message au public, surtout les jeunes. C'est sur les jeunes. Oui. Alors, l'intérêt d'avoir joint les deux bouts, alors entre intégration et utilisation de numérisation, qu'est-ce que ça a apporté justement à votre secteur? Dans le formation secteur, donc, premièrement, elle nous a facilité notre travail. C'est le travail des conseillers au niveau du bureau d'accueil. A facilité le travail, le suivi du cursus de formation des jeunes, c'est par le professeur. Par exemple, nous a facilité aussi le suivi les différentes entreprises qui sont situées à la ville de Béchar, entreprises économiques, privées ou publiques. Donc, en général, c'est-à-dire, on a gagné du temps. Donc, العمل الوقت. Par exemple, كنا نخدموا في الطريقة التقليدية. Mais si on a passé une numérisation, donc on a un peu avancé ou le retombé تاع la nouvelle technologie. Même les résultats je vous remercie pour toutes ces informations. J'ai été très ravie de vous accueillir, Monsieur Chafi. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale avant de retrouver notre prochain invité. Restez avec nous. شرقت منوار محتفل ست مدباش حنا شعالة أي سيدنا من نور حمد خاتم الرسالي الصلاة والسلام عليك من نقل الودث من السماء منزلوها بطالق سيدنا الرعد ويميد والضياء ويلالي قد الحصى وعداد النمل والنحل ما غنى وراش في كل عمل باقي سيدنا مع
عداد الحجر وعداد الشجر والنحل اللي بكما والذي يقولوا يتخلى يا سيدنا عدد الوحوش والذي في مالي كل نور من نوار الهاشم يكمل بحر الوفا من الفضل يا سيدنا للمجد صلى الله عليه نعم العالي كل نور من نوار الهاشم يكمل بحر الوفا من الفضل يا سيدنا للمجد صلى الله عليه نعم العالي نتوسل بالجليل الكريم الخليل نتوسل بالجليل الكريم الخليل وبعصار وحد خانو وبعصار وحد خانو وبعصار وحد خانو وبعصار وحد خانو وبالمهد الفضيل يعمل لنا تويل بالمهد الفضيل يعمل لنا تويل من هذا الوقت حوالو من هذا الوقت حوالو من هذا الوقت حوالو من هذا الوقت حوالو سلام الله الراسين ضرب بالثن وصيل سلام الله الراسين ضرب بالثن وصيل والجحد ما نصغالو والجحد ما نصغالو والجحد ما نصغالو والجحد ما نصغالو ودينيك الراوي عذرة في الحلال وانت صاعي ختمت غاب بسمانة غي سيدنا من نور حمد خاتم الرسالي قبل عبد الشرفة في مطرز الغزل بارك ما خفى سوسي سلالة غي سيدنا جاية في الكريم الجبر حالي سلامي نهديه من ترسل أو سلام لا يزول من غير شغالة أي سيدنا ما فحل ورد والصغار والولي كل نور من نوار الهاشم يكمل بحر الوفا من الفضل أي سيدنا المجد صلى الله عليه نعم العالي كل نور من نوار الهاشم يكمل بحر الوفا من الفضل أي سيدنا المجد صلى الله عليه نعم العالي Et voilà, c'était une chanson de Zakaria Rabhi et son groupe. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, alors bienvenue dans votre émission Bonjour d'Algérie en direct de Béchar. Nous arrivons à notre troisième plateau et nous allons parler justement du stress des élèves et de leurs parents à l'approche des examens. Pour ce, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés M. Tlemceni Mahmoud, enseignant de français au lycée Benoubadis de l'Ahmar. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci bien à vous de même. Donc, je me présente, donc c'est M. Tlemceni Mahmoud, je suis un enseignant au cycle secondaire. Donc, dans le tourbillon des études, donc les examens peuvent représenter des moments précieux. Donc, être angoissé pour un élève, donc c'est quelque chose qui est normal. Donc, mais la préparation donc, ne se limite pas des révisions. Donc, elle peut englober également à la préparation mentale. Alors justement, comment gérer cette période délicate à l'approche des examens? On sait que bientôt, ce sera les examens du dernier trimestre, troisième et dernier trimestre, mais aussi, on sera bientôt face au BEM, fin de cycle moyen, et puis après le bac. Donc l'élève est face à une situation qui est un peu délicate, donc c'était la fin d'année, donc c'était les examens qui s'approchent. Donc il faut créer toujours un environnement d'études. Donc dès le départ, donc, il faut créer un bureau qui est dégagé, un moment de préparation, un moment de révision. Donc c'était la révision quotidienne. Et surtout organiser son temps. Oui, surtout c'est l'organisation des temps. Donc éviter surtout les distractions et l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Et même ce qu'il faut avoir, c'était la confiance en soi. Que l'élève ou bien un apprenant, il faut avoir la confiance en soi, surtout durant les examens. D'accord? Et avec le sujet, donc il ne faut pas se paniquer, il faut lire tous les sujets pour mieux répondre, surtout dans les examens de la fin d'année. Donc il y en a
un moment qui est, comment on dit, Oui. Alors, il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais difficiles. avant d'arriver à l'examen le jour J, Oui. à 2 semaines, 3 semaines avant, comment on peut s'organiser et être détendu justement pour se préparer? Est-ce qu'on peut commencer les révisions, lire uniquement bien avant l'examen, faire des exercices? Oui, donc, Qu'est-ce qu'il faut faire? il faut avoir pratiqué. Donc, c'était la pratique avec Voilà. des annales ou bien avec des sujets, avec des sujets blancs. Et surtout, c'était l'organisation donc, quotidienne des révisions par un planning ou bien c'était avec des schémas. Donc, il faut toujours l'élève, il faut réécrire ce qu'il a fait Voilà. pour Donc, éviter la fatigue, pour éviter le stress et le travail, comme on dit, un travail bâclé, c'est-à-dire qu'il faut réviser toutes les matières en une journée, donc c'était impossible. Donc, il essaie de préparer, par exemple, d'avoir résumés. une matière, des résumés. Oui. Ou bien vous aurez à voir les réseaux sociaux, ou bien sur YouTube, vous aurez à voir des professeurs qui peuvent les aider à entamer donc, ces cours, ou bien à terminer, ou bien pour avoir des nouveaux exercices, surtout dans les matières scientifiques. Ou alors plus Pour bien- d'éclaircissement. Oui, plus d'exercices, c'est plus pour avoir quand même une bonne note, ou bien une meilleure note. Pourquoi pas, qu'ils auront à avoir des mentions, Inch'Allah, au baccalauréat, ou bien Inch'Allah. ou bien. Avant de parler des examens de fin de cycle, je vais parler uniquement des examens du 3e trimestre, donc pour les 3 cycles, primaire, moyen et lycée. Alors, pour le secondaire, bon, ils sont un peu âgés, ils savent comment réviser, mais pour les plus jeunes, c'est un peu difficile. Pour les initiés, surtout en cycle primaire, comment faire justement intégrer cette culture de révision autonome, de faire initier son enfant pour que voilà, il sache ses capacités et comment les utiliser de la meilleure façon qu'ils puissent exister. D'accord, maintenant, ça existe, c'est le rôle des parents. Donc, c'est les parents qu'il faut aider. Donc, il est important, donc c'était le rôle des parents pour aider ses enfants à mieux préparer, à mieux réviser. Par quoi? Par l'assurance, par exemple, d'un sommeil suffisant, par une alimentation saine et efficace. Donc, et surtout dans les jours d'examen. Et même surtout, féliciter ses enfants, ce n'est pas juste pour les résultats, mais même pour leurs efforts. Parce qu'ils voient Ah oui. que ces enfants qui travaillent. Maintenant, s'il a Ils font fait des un effort exercices. et qu'il Donc, voilà, il a échoué, c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin Il faut du monde, féliciter c'est ça, quand même l'effort exactement. fourni. Oui, exactement. Et même surtout offrant des repères ou bien donner quelques conseils ou bien quelques bons conseils pour mieux s'améliorer. Ou bien toujours, donc un parent, donc c'était un guide. Donc soit le père ou bien la mère, donc c'était un guide pour leurs enfants. Il y en a qui s'orientent vers les cours supplémentaires et des cours de renforcement. On Oui. voit pas mal d'élèves, mais chose qu'on ne voyait pas autrefois. Au primaire déjà, ils font des heures supplémentaires. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'était les cours particuliers. Donc ce n'est pas juste 20 sur 20. Mais c'est quoi? C'est quelque chose qui est complémentaire. Donc ce sont des cours de soutien pour compléter ce qu'il y a fait en classe. Oui. Donc c'est toujours, il faut mentionner. Donc c'était 50%, 50%. Donc c'est une aide. Donc ce n'est pas 20 sur 20, mais c'est une aide. C'était pour les enfants. Ok, alors si on fait des cours, parfois par exemple, on les inscrit dans des écoles privées de langue ou alors pour les maths ou je sais pas, il y a pas mal Oui. de débouchés. Pour les inciter justement à s'intéresser davantage à un cycle, peut-être à une matière en particulier. Maintenant, on voit même des cours de soutien pour Cette l'arabe. matière, oui. Oui, Ça, même pour on l'arabe. voit ça. Donc comme c'est matière. quand même, c'est pas uniquement les matières scientifiques. Alors comment s'organiser à l'approche des examens? Est-ce qu'ils doivent continuer à faire ces cours? Est-ce qu'ils doivent s'arrêter? Est-ce qu'ils doivent... Moi, je pense qu'il doit continuer Oui. pour avoir de bons résultats à la fin de l'année. Donc D'accord? ça Pourquoi? va. Parce que c'est une aide pour l'élève. Donc, il a l'habitude d'avoir le mardi, par exemple, l'après-midi ou bien le week-end. Donc, il était dans les cours privés. Par exemple, c'était le cours de soutien. C'est-à-dire, au lieu de se réviser à la maison, donc, il se termine dans les écoles privées. Alors le conseil que vous C'est adressez une peut-être. détermination. Donc, pour moi, j'aimerais bien qu'un élève donc, se complète, se concentre en classe. D'accord? Donc, s'il a besoin de quelque chose, il peut se terminer avec le cours particulier. Est-ce qu'il D'accord? peut poser la Parce question qu'il y à a- son enseignant déjà? Pour commencer en classe. Pour commencer en classe. Voilà, s'il y a des lacunes, est-ce qu'il y a des séances supplémentaires pour les moins... Exactement, cette génération donc non pas curieux. On demande toujours aux élèves d'être curieux ou bien curieuses. Oui. Donc surtout c'était en classe parce que l'éducation en Algérie c'est gratuite et les portes sont toujours ouvertes. Donc même les tournées de directeur de l'éducation ou bien les instructions du ministère national, donc les portes sont toujours ouvertes. Donc c'était soit dans les vacances, ou bien les mardis après-midi ou bien les samedis, les écoles ou bien les établissements de l'éducation nationale sont toujours ouverts. Et les enseignants, ils ont toujours à disposition des élèves. D'accord? Donc, il faut que les parents veillent
sur ce qui ces enfants travaillent avant de les laisser partir, par exemple, aux écoles privées. Alors, quand on parle de préparation de bac, on voit pas mal d'élèves qui vont s'absenter du lycée. Ils vont plus partir à leurs cours traditionnels. Ils vont s'orienter vers les cours justement supplémentaires privés. Est-ce que c'est une méthode efficace, surtout à un mois après, peut-être à quelques semaines près de la date fixée du bac? Il y a aussi un autre volet. Il y a des gens qui font le parcourisme. Donc, ils apprennent par cœur la leçon, mais le jour J, devant la feuille, ils n'arrivent pas à trouver la bonne réponse. Exactement, cette méthode, donc, elle peut laisser l'élève de travailler, c'est-à-dire c'est en deux sens. C'est-à-dire, il travaille en classe, il travaille, par exemple, dans les écoles privées. Donc, ça, c'est un problème majeur. Le problème majeur, c'était quoi? C'est l'absence des élèves, surtout à la fin d'année, surtout pour les cycles. Par exemple, c'était au fin de cycle, surtout. Fin de cycle, c'était pour les bacheliers. D'accord, ça c'était un problème majeur. À partir du bac blanc, on ne les voit plus, sinon bien avant. Et des fois c'était bien avant. Bien donc, avant, oui. Juste au début du troisième trimestre, on ne trouve pas les élèves. Donc les classes qui sont vides, on ne sait pas exactement c'était quoi le problème, soit c'est une concurrence, bien c'est une habitude, on ne sait pas c'était quoi. Donc ils préfèrent réviser ailleurs, voilà. Ils préfèrent de réviser ailleurs ou bien juste à la maison, on ne sait pas c'était Est-ce que c'est une bonne méthode déjà? Et puis, pour certains élèves, donc ils ont eu son bac avec les révisions, avec ses absences, on ne sait pas comment faire. Et donc, il faut trouver toujours une solution. Oui, ce n'est pas pour tout le monde. Oui, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas pour toutes les catégories des élèves. Alors, on va revenir. On n'a pas surtout à l'enseignement, on n'a pas un élève qui est faible. On a un élève qui ne veut pas, malgré qu'il a tout, surtout cette génération qui ont tout, mais il ne veut pas. On ne sait pas pourquoi. Un manque de motivation, c'est pas évident de le convaincre. Un manque de motivation, bien c'était les réseaux sociaux, bien c'était le jeu en ligne, c'était. Il faut les impliquer, les récupérer justement à l'approche de ces examens de troisième et fin de cycle. Il faut vraiment s'intéresser, les attirer leur attention. Alors, quel est le rôle des parents justement, là où intervient le rôle des parents avant les enseignants pour faire intéresser, pour attirer l'attention de ces enfants? C'est la fin de l'année, il ne reste pas beaucoup. Vous allez avoir 3 mois pour vous reposer quand vous voulez, jouer quand vous voulez. Mais il faut doubler d'efforts en cette fin d'année. En cette fin d'année, donc il faut toujours veiller, voir ce qu'il a fait son enfant, surtout ce qui est primaire ou bien en CM. Donc il faut avoir toujours, donc qu'est-ce qu'il fait en telle ou bien telle matière, qu'est-ce qu'il a fait. Il vérifie par exemple son cahier de correspondance, il va partir au lycée ou bien au collège pour voir ce qu'il a fait, est-ce qu'il s'absente, est-ce qu'il vient. Mais est-ce que c'est un travail de fin d'année? Mais c'est quelque chose qui devait se faire déjà à longueur d'année depuis le premier jour. Exactement, mais en essayant de s'intéresser sur la fin d'année parce qu'on voit l'absence des élèves. D'accord? Est-ce que ses parents, est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils ne savent pas? Ça, c'est le souci. Alors, en tant qu'enseignant justement au lycée, quel est le message que vous souhaitez adresser aux jeunes lycéens ou aux bacheliers en particulier? Donc, aux jeunes lycéens, donc, il faut avoir son diplôme, donc il faut relever le défi des examens et passer cette période en toute sérénité et confiance. Il faut préparer le bac en première année secondaire, pas attendre la classe terminale justement pour le faire. Un dernier mot peut-être? Je vous remercie. Donc, bon courage pour nos apprenants. Je vous remercie, Monsieur Mahmoud Tlemceni, pour toutes ces informations. J'ai été très ravie de vous accueillir ce matin. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de ce 3e plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale avec Hassan Al-Bisharia et nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous.
وسنانو الزواهر عينو بحلا سيدنا وسنانو الزواهر وانت الغني يا مولانا الله وانت العالي يا مولانا الله عينو بحلا سيدنا وسنانو الزواهر عينو بحلا سيدنا وسنانو الزواهر وانت الغني يا مولانا الله وانت العالي لا تنسانا الله 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 يا مولانا الله 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 يا مولانا الله وانت العلي لا تنسانا الله وانت العلي لا تنسانا الله 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 يا مولانا الله 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 يا مولانا الله وانت العلي لا تنسانا الله وانت العلي لا تنسانا الله Très belle chanson de notre défunte Hasna Al-Bécharia, Rabbi Yarhamha. Chers téléspectateurs, toujours avec vous depuis la station de Béchar. Nous arrivons à notre quatrième et dernier plateau. Pour clôturer cette émission, nous allons aborder un sujet sociétal majeur, en l'occurrence la formation des jeunes, l'accompagnement et la prévention contre les fléaux sociaux à travers une dynamique associative innovante. Pour ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés M. Abbassi Abdelkader. Bonjour et bienvenue. Merci Karam, merci pour cette invitation. J'espère que nous serons très légers pour nous. Je n'en doute pas. Alors vous êtes cadre retraité de la DGS, formateur, fondateur de plusieurs associations. Pour commencer, j'aimerais bien parler de ce réseautage que vous avez créé entre trois associations, en l'occurrence Epticar, Infocom et Bien-être sans sédentarité. Eh bien oui, justement, donc c'est un cumul d'expériences. Une vision des enjeux, etc. Donc, on a accumulé un peu une expérience donc, avec beaucoup justement de membres fondateurs de ces trois associations on a beaucoup travaillé ensemble et on était aussi donc dans la majorité donc déjà on a été donc pour la création de je vais le dire directement, vous êtes fondateur de Infocom depuis les années 2005-2007. 1989, depuis 89, alors moi je vous ai connu déjà à Infocom en 2007 il me semble, puis à Epticar vous avez aussi été membre fondateur de l'association Epticar. Vous avez laissé place aujourd'hui à un jeune. Et vous êtes aussi le représentant de l'association nationale Bien-être sans sédentarité. Alors, comment vous arrivez à travailler toujours dans le mouvement associatif, à être formateur pour pas mal de jeunes? Comment vous arrivez à les initier? Et quel est votre but justement à travers le jumelage de ces trois associations? Bien sûr, donc comme je l'ai dit déjà, donc alhamdoulilah, notre présence donc, dans ce réseau, ça veut dire qu'il y a des valeurs justement à transmettre. Il y a beaucoup d'acquis. Donc on a accumulé des expériences, beaucoup de choses donc à transmettre et à les transmettre donc d'une manière bien sûr professionnelle, d'une manière bien sûr comment dire interactive, bien sûr avec bien sûr la participation de compétences, si l'on veut dire. Ces compétences ont été bien sûr formées ensemble, si l'on veut dire, dans un contexte vraiment extraordinaire. On a échangé pendant des années et des années. Donc on a reçu, on a participé à des formations, à des rencontres, des formations donc, locales, nationales, internationales. On s'est formé, on s'est Vous avez accompagné aussi même des jeunes qui voulaient créer leur propre association. Vous arrivez à les attirer justement vers le mouvement associatif. Effectivement. Et à travers plusieurs activités, vous avez toujours... Voilà, c'est une passion. Oui. Donc on a, bien sûr, en parallèle, on s'est forgé une formation, on s'est formé ici localement au niveau international. Donc là, c'est des acquis qu'on essaie de les transmettre, bien sûr, tout en mettant nos cibles associatives et les jeunes généralement, donc à
peut-être à tracer leur futur, à leur forger ce qu'est la citoyenneté, et avec des approches bien sûr innovantes, etc., tout en impliquant bien sûr d'autres compétences. Là, les compétences sont là. Et ces compétences ont surgi justement grâce à si l'on veut dire, ce réseautage, un petit réseau qu'on a constitué et qui est ouvert, bien sûr. Il n'est pas fermé, il est ouvert à d'autres, bien sûr, d'autres initiatives. Là, donc, on a essayé, surtout pour Ibtikar, justement de garder, de préserver l'acquis qu'on a eu, surtout côté humain. Donc les ressources humaines, on insiste beaucoup. Et puis aussi à essayer aussi d'intéresser, de mettre justement dans les mains d'autres gens. On a aussi eu l'opportunité d'être justement invité à participer, à animer, à représenter l'association nationale qui a été créée par un déjà, si l'on peut dire, un des fans d'Infocom, qui a adhéré justement à Ibtikar. Il est membre aussi fondateur d'Ibtikar, et aussi on a eu donc la chance qu'il a justement créé, c'est le docteur Belhamed Mohamed, qui est président que nous saluons par la même occasion. Donc on le salue par cette occasion, qui a créé justement l'association nationale de bien-être sans sédentarité. Et là justement, les 3 attentes, Infocom, Ibtikar et sédentarité. Il s'agit de l'être humain. Il s'agit de potentialité humaine, il s'agit de l'avenir du pays, il s'agit de beaucoup de choses qu'on a justement pas, si l'on peut dire, pas par hasard, mais Dieu a voulu que l'on se rencontre, qu'on se retrouve dans ce contexte, avec bien sûr une petite incitation qu'on sait justement inciter l'un à l'autre. Donc on a essayé de conjuguer nos efforts et arriver justement à fédérer. Alors déjà, Infocom et Ibtikar, le nom l'indique vraiment, c'est l'innovation, c'est les technologies de l'information et de la communication, tout ce qui intéresse les jeunes justement. Vous avez commencé par former des jeunes qui sont aujourd'hui des cadres dans plusieurs entreprises depuis des années que vous activez sur terrain. aujourd'hui, vous bénéficiez de leur parcours, de leur formation, de leur savoir-faire pour inciter d'autres jeunes à adhérer. Voilà, c'est une très bonne observation. C'est que Infocom, déjà, donc l'idée Infocom, c'était justement de forger justement tout ce qui est communication. C'est cet interactif entre les jeunes, donc d'aider les jeunes justement. Alors début des années 90, vous étiez visionnaire, vous étiez visionnaire à l'époque. Effectivement, et en utilisant bien sûr les moyens, les moyens. Les outils de l'époque. Bien sûr, donc c'était l'informatique dans le temps, déjà pour initier les caméras, jeunes. La photographie. La caméra, tout ce qui est audiovisuel, montage, etc. Donc c'est des outils justement qu'on en a besoin, et là, justement là. Donc là, on a réussi à former un ensemble de jeunes. Dans le temps, c'était des jeunes. Et Dieu merci, ces jeunes qu'on a formés sont maintenant, c'est des décideurs au niveau d'établissement. C'est des gens bien impliqués, qui vivent justement, qui véhiculent au niveau de leurs entreprises cet acquis qu'ils ont reçu dans un cadre bénévole, dans un cadre ouvert. Et là, ces idées, ces manières, ces méthodes, il faut justement les revivre avec des jeunes. Donc là, c'est comme si on leur dit, écoutez, donc vous avez un devoir, il faut justement, mis à part votre côté professionnel, là, c'est un devoir. Vous avez des jeunes pour vous, donc il faut continuer. Et là, l'idée d'Ibtikar, justement, parce qu'il y a eu une rupture, Infocom, à un certain temps, donc il y a eu un semblant de rupture, donc qui n'était pas vraiment prémédité, mais parce que le président actuellement, comme Brahim, il vient agir, donc difficilement on n'a pas pu vraiment la réhabiliter, mais elle était donc c'était une pause. Et là, on a essayé justement, donc on a réussi donc à regrouper les gens. Donc, on a eu l'occasion de recevoir Brahim ici sur là. Donc, on a donc redémarré l'activité, et justement, donc on a travaillé pendant une année sur le projet Ibtikar,
Et on a ciblé justement, c'est la frange juvénile, justement, surtout l'enfance. Et là, donc, c'est Infocom, jeunes, Iptikar, enfance. Et l'outil, c'est bien sûr, l'outil, c'est maintenant, c'est les moyens maintenant de l'informatique, les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux, l'éthique de manière générale. Et bien sûr, avec tout ce qui est innovant, tout ce qui est nouveau, et avec le respect justement à protéger, à préserver tout ce qui est valeur, tout ce qui est éthique, tout ce qui est bonne chose Alors justement, quelle est la stratégie préconisée pour la consolidation de ce réseau et ses programmes? Alors là, c'est déjà, donc on a déjà une première étape, c'est d'échanger nos programmes, nos statuts, parce que donc, vous savez, donc c'est des associations à part. Donc, on s'échange dans le cadre de briefing, de réunions internes, donc, séparément chaque association. Donc, on s'échange nos statuts. C'est des lectures qu'on fait au niveau des statuts, au niveau des programmes, etc. Et on cible des opérations qu'on peut réaliser ensemble et en même temps donner, proposer des activités, parce qu'il ne faut pas sortir bien sûr des principes bien de chaque association, parce que chaque association a ses buts, a ses grands, mais on essaie justement de cibler les attentes justement de chaque association, et mettre justement un programme, des stratégies justement collectives. Et qui vont toujours dans l'intérêt des jeunes. Toujours dans l'intérêt des jeunes. Et aussi s'appuyer sur les moyens de chaque association. Et ça, c'est justement ce qui est justement innovant, c'est comment mobiliser les moyens qu'on a chaque association, ces moyens humains, moyens matériels, relationnels, etc. Et de les rassembler et de les mettre justement à la disposition de ce réseau, dans bien sûr une organisation typique avec une coordination collégiale, donc un coordinateur du groupe ensemble, et puis il y a des coordinateurs de chaque association qui se rassemblent, qui se réunissent aussi donc régulièrement selon un règlement intérieur du réseau, si l'on veut dire. Et on se rencontre régulièrement, surtout pendant des événements. Donc tous les événements, donc c'est pareil de chaque entité. L'événement est automatiquement justement pris en charge, si l'on veut dire. Donc, sera l'intérêt de l'association, de l'autre association, si l'on veut dire. Alors, les moyens mobilisés justement est prévu pour la réalisation de ces projets? Alors, pour nous, les moyens, c'est surtout les moyens humains, les ressources humaines. Donc là, on a justement un panel, un groupe déjà en matière de formation. On a un pool de formation, oui. Donc un pool de formation composé justement de gens... De jeunes dynamiques, impliqués. Impliqués, des gens... Intellectuels, etc. Là, déjà, c'est un grand acquis. Et on a aussi des gens bien placés au niveau des structures et des établissements qui aussi nous aident justement à collaborer, à véhiculer même nos attentes, véhiculer justement nos programmes, nos projets, etc. au niveau de certaines entités, soit associatives, soit structurelles, soit institutionnelles. Ouais. Donc, et là, c'est aussi un acquis. Le côté matériel, bien sûr, déjà, chaque association a son équipement, a ses moyens propres, etc. Là, donc, des fois, ce que Iptikar n'a pas, donc, peut le trouver au niveau de l'association Infocom, etc. Donc, et là, alors, un point très intéressant, pourquoi, ou alors comment impliquer ces jeunes, le programme que vous utilisez, la vision que vous avez, la stratégie que vous mettez en place pour occuper le temps de ces jeunes, les attirer vers les mouvements associatifs et démontrer justement l'intérêt de se mettre dans une, comment on appelle ça, une structure associative, mouvement, j'ai cherché le mot mouvement associatif. Alors, notre stratégie, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle les techniques participatives, bien sûr. C'est au niveau, par exemple, là, Iptikar, comment il travaille. Iptikar, elle incite et elle implique
ce qu'on appelle donc un écosystème. Un écosystème et un environnement sociétal, si l'on veut dire. Donc, au niveau, par exemple, d'un quartier, on a une association de quartier, une association culturelle, on a un établissement scolaire, on a une maison de jeunes, on a un espace sportif et on a, bien sûr, l'entourage. Donc là, Iticar, elle implique tout le monde. Voilà. Par quoi en organisant des événements locaux au niveau du quartier, par exemple, et en incitant, en impliquant cette population de ce Et là, quartier. la population, l'entourage, quand ils sentent que là, il y a, par exemple, donc, une association qui s'intéresse à ces enfants, qui s'intéresse là-dedans. Donc, les parents, ils s'intéressent, ils s'impliquent. Ils vont adhérer. Et ils adhèrent. Voilà. Donc, quand ils adhèrent, là, donc, tout programme qu'on propose, toute activité, par exemple les déplacements, c'est difficile justement de convaincre un parent, par exemple, d'une association. C'est pas comme une école, etc. Donc, à se déplacer, à prendre des distances, donc à voyager. Donc, là, quand le parent est impliqué, et il participe au programme. Et là, les parents participent généralement, bien sûr, même au projet de notre association. On le faisait au niveau d'Infocom. Au niveau d'Infocom, par exemple, la composante humaine qu'on a justement, donc la majorité. Bon, maintenant, il y a beaucoup de cadres d'Infocom qui sont à l'étranger, c'est des cadres justement qui sont même à l'étranger. Oui. Ces gens, ils étaient impliqués même avec leurs enfants, parce qu'on voyageait ensemble, on faisait des voyages, des congés, des vacances, et là, c'était en famille. Et ces familles, leurs enfants, ils n'étaient pas là pour les vacances uniquement. Et ils participaient à des activités qui allaient, qui marchaient, qui étaient justement en connivence avec les activités, bien sûr, principales de notre association. C'était quand on parlait d'Infocom, c'était les moyens audiovisuels. Donc les enfants participaient et s'organisaient en groupe. C'était des familles. Et aussi, quand on parlait d'informatique, on faisait, même en voyageant, on faisait des concours d'informatique, etc., dans ces gens. Et on a réussi justement à avoir, même à ce jour, des cadres qui sont justement au niveau du réseau, qui ont participé, c'est grâce justement à une activité, là, une idée, une activité, et ils ont adhéré donc facilement, et ils sont maintenant convaincus avec toute la conviction familiale, si l'on veut dire. Ah ben c'est bien. Est-ce que vous avez réussi à changer d'avis à quelques jeunes, par exemple, qui étaient partis vers la délinquance? Je sais que vous avez eu une intervention récemment, dernièrement, dimanche dernier, je pense, avec l'association Sarhat al-Fatat de Fatna Nador, que nous saluons par la même occasion. Alors, quelle était votre intervention? Quel est l'intérêt justement de parler toujours autour de ce genre de fléaux sociaux? Alors là, c'est justement, bien sûr, c'est des activités donc, qui rentrent justement dans le contexte de notre travail au niveau de l'association. Donc on accompagne, on assiste, on expose, donc soit en intramuros, mais en extramuros, des activités pour prévenir des maux sociaux. Des maux sociaux. Et là, c'est un événement qu'organise Sarhat al-Fatat comme d'habitude. Donc chaque année, elle organise toutes les filles, c'est national. C'est un événement national qu'elle organise au niveau de la WIA. Et là, parmi les thématiques, parmi les activités, c'est la prévention des maux sociaux, spécialement c'est la drogue, la toxicomanie. Et là, j'ai eu une communication avec deux communicatrices, des invités, deux docteurs invités de Radaya, une de Radaya, l'autre, je crois, d'Alger. Et donc, on a communiqué. Bon, mon intervention, surtout justement, c'est les moyens propres, les moyens justement innovants. Comment justement prévenir ces moyens. Mis à part le côté donc, sécuritaire, côté santé, donc notre approche, c'est la méthode participative, justement. Participative. Comment justement, par des moyens incitants, encourageants, etc. Là, je vous donne justement une technique. Par exemple, quand je commence justement à communiquer, je communique généralement debout. Oui. Et là, les gens, il faut que, c'est-à-dire, je donne le déclic d'un feedback. C'est-à-dire, je les encourage, par exemple, je leur dis 1, 2, 3, donc tout le monde se met à. Et là,
par cette technique, mettons ça, j'incite les jeunes à donner importance à eux-mêmes, justement. Donc, à les À se impliquer, valoriser. à les valoriser, justement, et de leur transmettre des messages. C'est l'approche participative, si l'on veut dire. Donc, inculquer, donner des messages comme ça, des directives, donc ça rime à rien. Et c'est des méthodes justement nouvelles, justement. Communicationnelle, relationnelle, qui consiste à impliquer justement. Et pas des l'apprenant. encouragements. Donc, je leur dis aussi, par exemple, si vous voulez que l'Algérie, je leur dis par exemple que l'Algérie, elle prend surtout le podium dans tous les domaines. Et donc, sinon, c'est soit le gold medal ou le silver medal ou l'argent medal. Donc, c'est soit la médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Monsieur Abbassi, on arrive au terme de l'émission. Un dernier message que vous adressez brièvement aux jeunes. Donc là, pour les jeunes, j'invite les jeunes à adhérer au mouvement socialiste. C'est très important. Et j'invite aussi les adultes à inciter, à encourager nos jeunes à adhérer parce que c'est un support, si l'on veut dire, de la citoyenneté. C'est l'avenir de C'est l'avenir du pays. Et aussi, j'invite nos parents à bannir ce mot, si l'on veut dire, c'est interdit, ce qui est interdit, c'est la débauche, donc il faut que les jeunes, on les implique dans notre vie, leur donner de l'intérêt, les impliquer comme il se doit, et aussi aimer leur pays. Et comme on est pour aimer notre pays, il faut travailler. Merci beaucoup, Monsieur Abbassi, pour tous ces éclairages. J'ai été très ravie de vous accueillir ce matin. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission et de ce dernier plateau. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Je remercie mes invités d'avoir honoré de leur présence notre plateau. Je vous remercie éventuellement de nous avoir suivis. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Soyez prudents sur les routes. Passez une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.